Bonjour à tous nos participants pour ce nouveau webinaire avec notre partenaire Performance. Nous allons aborder dans cette session d'une heure un thème qui parle à tous les décideurs des organisations. Comment aligner les soft skills à la stratégie de l'entreprise? Alors, on va déjà être clair d'emblée sur les définitions. Par soft skills, nous parlons de compétences transversales ou de compétences comportementales. Elles sont développées à côté des hard skills, ce que l'on pourrait traduire en français de compétences techniques. Dans un monde de transformation, les stratégies en entreprise doivent évoluer pour rester compétitifs. Ces changements impliquent des plans d'action intégrant la gestion RH. Alors, on va essayer de répondre à ces différentes questions. Comment aligner les soft skills essentiels pour répondre aux enjeux stratégiques? Comment donner du sens pour mobiliser en interne? Et comment disposer d'une connaissance claire des équipes pour déduire des plans d'action adaptés. Pour ce webinaire, nous allons accueillir deux intervenants qui vont nous proposer un double regard. Dominique Duquesnoy, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes directeur général de Performance, un éditeur de solutions spécialisé dans l'évaluation des soft skills. Dominique, je vous propose de commencer par une présentation directe de Performance pour nous mettre dans l'ambiance. Oui, donc Performance a été créée en 1988 et son expertise est fondée sur la connaissance de l'individu au travail et plus précisément sur les soft skills, c'est-à-dire que notre métier c'est de décrire, donc sur un registre descriptif mais aussi prédictif des comportements au travail en vue de développer et surtout d'éclairer le processus décisionnel. Donc on est éditeur de tests psychométriques, donc à la fois pour le recrutement, pour le développement des compétences, pour l'efficacité collective, mais aussi pour la carrière. Et au-delà de ce métier d'éditeur de tests psychométriques, nous accompagnons les organisations, les entreprises dans la conduite de projets d'évaluation des soft skills de manière très générale à travers des development centers, des assessment centers, des points de carrière, mais aussi la modélisation des référentiels de compétences et plus particulièrement depuis une quinzaine d'années sur le leadership ou le management. Voilà, donc voilà ce que je pouvais décrire pour Performance. Ça marche, merci beaucoup Dominique pour cette présentation. Nous allons nous tourner vers notre grand témoin, Vincent Chanron. Vous êtes VP Corporate Affairs du groupe Daher. Bonjour Vincent. Bonjour Philippe, bonjour Dominique, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour cette session. Vincent, ce que je vous propose, c'est que vous nous présentiez le groupe Daher, mais aussi un peu le périmètre de vos fonctions. Oui, alors peut-être pour commencer, effectivement, donc mon titre Corporate Affairs regroupe un grand nombre d'activités. Je suis rattaché au sein du secrétariat général du groupe qui regroupe non seulement la direction des ressources humaines, mais également la direction de la stratégie, direction de la communication et d'autres sujets corporate. Et donc, dans ce cadre-là, je m'occupe de sujets de développement durable, mais également de transformation au sens large et d'accompagnement du changement, notamment sur les aspects culturels du groupe au sein de la direction RH. Et donc, c'est ça qui m'a amené à travailler sur les sujets dont on va parler aujourd'hui, et c'est pour ça que je vais humblement essayer de témoigner de notre expérience au sein du groupe Daher, et pour que vous ayez peut-être une bonne compréhension de ce qui nous a animés, je voulais juste effectivement vous présenter en quelques mots et en quelques minutes le groupe Daher pour que vous compreniez les enjeux qui étaient les nôtres au moment où on a travaillé sur ce sujet-là, puisque je pense que c'est très important pour chacun au sein de son entreprise de se poser ces questions-là au début d'un projet. Donc en quelques mots, Daher est un groupe français originaire de Marseille, dans le sud de la France, et qui a été fondé en 1863 et qui a la particularité d'être toujours un groupe familial. C'est-à-dire que la majeure partie du capital, vous le voyez sur ce petit graphe, 87% et demi du capital est toujours détenu par la famille Daher, le reste étant détenu par BPI France, ce qui a quelques conséquences sur à la fois l'orientation long terme qu'on peut avoir au sein du groupe, mais également sur un certain nombre de valeurs qui sont communiquées et qui veulent être partagées entre les actionnaires,
les membres de la famille et les collaborateurs du groupe. Et donc, du coup, je pense que ça a une particularité assez forte dans notre développement et notamment notre développement RH. En termes de métiers, vous voyez qu'on se développe sur 4 métiers principaux. Historiquement, le groupe ne construisait pas des avions. Il n'y en avait pas en 1863. Vous voyez la photo d'un vieil avion sur la gauche, mais il date plutôt du début du XXe siècle. Mais donc, on fabrique des avions et des avions qui sortent de nos lignes depuis 1911, ce qui fait de nous le plus vieil avionneur du monde encore en activité. Donc, on est toujours un concepteur et un constructeur d'avions. Vous voyez la photo en haut à droite de l'avion d'affaires de 6 à 10 places qu'on développe, qui s'appelle le TBM. On est également équipementier pour d'autres industriels de l'aéronautique principalement. Ça veut dire qu'on fabrique des pièces qui vont ensuite être assemblées dans des moteurs d'avions ou dans des avions par nos clients. On réalise également des services industriels et de la logistique, c'est-à-dire qu'on est prestataire de services pour ces industriels-là, principalement dans l'aéronautique. Aujourd'hui, 90% de notre chiffre d'affaires est dans l'aéronautique, mais on est également prestataire de services pour d'autres industries. Voilà en quelques mots les activités du groupe. Merci Vincent pour cette présentation claire du périmètre d'activité du groupe Daher. Vous avez laissé quelques indicateurs clés pour mieux saisir l'implication des activités du groupe Daher. Oui, peut-être là aussi pour que ça illustre un petit peu les propos et les choses dont on va parler par la suite. Mais donc en termes de chiffres clés pour cette année, donc derrière c'est un peu plus de 13 000 collaborateurs, 1,3 milliard de chiffre d'affaires. Une des spécificités fortes là aussi, donc c'est ce que j'évoquais quand je parlais des métiers, c'est la répartition des activités entre industrie et services, parce qu'en termes culturels et en termes de compétences, là aussi, ça demande des compétences différentes en termes de management sur nos activités industrie et services. Bon, je pense que c'est assez classique dans la plupart des groupes. En général, on n'est pas mono-activité, et donc du coup, il faut bien prendre ça en compte, ces différences culturelles qui peuvent exister. Une autre spécificité, bien évidemment, c'est les pays d'implantation. Dès qu'on va parler de compétences de management ou de soft skills, ce ne sont pas les mêmes choses qui sont valorisées dans différents pays. Donc nous, aujourd'hui, on a principalement des implantations en Europe, en Afrique du Nord et en Amérique du Nord. Mais donc au total, ça fait 13 pays d'implantation qui ont chacun des défis un petit peu uniques. Et on est également, bien évidemment, un groupe avec une forte composante dans nos usines et dans nos plateformes logistiques. Donc, on a une grande partie de nos collaborateurs qui travaillent dans ces sites industriels et de production. Mais on a donc 1700 managers et cadres qui ont été, en tout cas dans le premier stade du déploiement de ce qu'on va voir dans un instant en termes de compétences managériales, la priorité de développement. Et enfin, la dernière chose que vous voyez, Take-Off 2027, c'est juste le nom qu'on a donné en interne à notre plan stratégique. Donc, on travaille sur des plans stratégiques à horizon de 5 ans. Donc, c'est un plan 2023-2027. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a commencé à réfléchir aux compétences comportementales et à essayer d'accompagner ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai laissé le nom du plan stratégique ici sur ce slide. Ça marche. Merci beaucoup, Vincent, pour cette présentation succincte du panorama des activités du groupe Daher, qui est l'une des grandes fiertés de l'industrie française au regard de l'impact et de votre portée internationale. Donc, moi, je me présente, Philippe Guerrier, je suis rédacteur en chef de RH Matin. Je vais avoir l'honneur d'animer ce webinaire qui sera composé de 5 séquences. On va commencer pour entrer dans le vif du sujet par une présentation du contexte avec les enjeux du groupe Daher dans la gestion et l'évaluation des soft skills. On abordera ensuite la manière de faire vivre ce référentiel. Nous verrons ensuite comment le groupe Daher utilise cet outil de performance concrètement pour ses propres besoins. Nous verrons dans une 4e séquence quels sont les bénéfices et les impacts qui ont déjà été observés au sein du groupe Daher. Et en 5e partie, un volet sur les difficultés qui ont été rencontrées ou les freins qui ont été détectés avec ce déploiement. On se laissera en fin de session de webinaire un petit temps de séquence de questions-réponses pour interagir avec nos intervenants et nos participants.
Et juste pour préciser quelques éléments sur le déroulement de ce webinaire, j'indique à tous nos participants qu'il sera possible de consulter ultérieurement le replay de ce webinaire par le biais de RH Matin. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire avec la présentation du contexte avec les enjeux du groupe de AR. Vincent, je vais te laisser la main pour présenter le leadership model du groupe d'AR. C'est le socle des réflexions autour de la gestion des soft skills au sein du groupe d'AR. Et Vincent, je vous laisse la main pour présenter les principaux enjeux. Oui, alors on peut rester sur ce slide juste un instant parce que, alors sur le slide précédent, voilà, merci. Juste pour repréciser la question de timing. Et quand on parle de contexte, et la question est pertinente, pourquoi travailler sur notre culture du management? Pourquoi travailler sur les compétences comportementales? Parce que ce sont des gros sujets, ce sont des sujets lourds. Et je pense qu'il est important de se poser les questions et de savoir pourquoi on le fait et de trouver le bon moment au moment dans la vie du développement de l'entreprise pour travailler sur ces sujets-là. Alors, on le voit derrière ces chiffres-là, 13 500 personnes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, c'est une société qui a connu une forte croissance dans les 20 dernières années, notamment par croissance externe. Et donc, du coup, on avait, et je pense qu'on a toujours, un besoin d'homogénéisation des cultures, des pratiques, des cultures managériales, de la façon de faire les choses, de la façon de travailler au sein du groupe, d'avoir des référentiels communs pour pouvoir favoriser la mobilité, mais également pour pouvoir évaluer nos managers ou nos collaborateurs de façon équivalente, etc. Donc ça, c'est le premier enjeu qui, je dirais, plus un enjeu historique. Et néanmoins, d'ailleurs, vous l'avez vu, c'est un groupe assez ancien qui existe depuis 1863 et donc du coup qui avait son identité et sa culture propre. Donc il y avait vraiment ce besoin d'homogénéisation. Le deuxième sujet, c'est du coup les autres raisons de vouloir travailler sur ces compétences managériales, ça a été plus des sujets conjoncturels. Le premier, vous le voyez sur l'écran, c'est le lancement d'un nouveau plan stratégique. Et donc, qui dit nouveau plan stratégique, c'est quelles sont les compétences, quels sont les comportements, les attitudes dont on va avoir besoin pour atteindre les objectifs de ce plan stratégique, mais également des suivants. Et puis ensuite, il y avait également, et je dirais là aussi c'est encore conjoncturel, il y avait l'émergence d'un nouveau comité exécutif. Et donc le nouveau comité exécutif a voulu aussi travailler sur un sujet pour s'approprier ce sujet et savoir comment transformer un certain nombre de choses au sein de l'entreprise. Donc c'est ce qu'on a vu et donc on peut passer sur le slide suivant. En voulant travailler sur ces compétences managériales, et ses compétences comportementales, on a défini un leadership model. Donc vous voyez ici la représentation graphique, vous voyez sur la droite des 7 dimensions du DR Leadership Model. L'idée, c'est de ne pas pouvoir lire, ne vous inquiétez pas, l'ensemble des détails, c'est plus pour vous donner une idée de différents principes et des différents leviers. Et vous les voyez sur la gauche. Donc nous, on a déterminé, et ça a été une approche assez top-down dans un premier temps, mais ensuite très participative avec notamment les cadres et les cadres dirigeants du groupe, pour définir les 7 dimensions du leadership model. Je les lis assez rapidement: la priorité au résultat, l'initiative et la responsabilité, l'intérêt général de l'entreprise, le sens de l'équipe et du collectif, des prises de décision participatives, des objectifs et des règles de fonctionnement explicites et la prise en compte de l'actionnaire. Au-delà de ces mots ou de ces principes qui peuvent sembler assez basiques ou qui pourraient être repris par n'importe quelle entreprise, ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est la définition, nous, qu'on en fait. Et la deuxième chose qui a été importante, ça a été le diagnostic qui a été posé au tout début du projet, donc fin 2022, début 2023, sur où nous estimons que nous nous trouvons aujourd'hui sur ces 7 dimensions
et où nous souhaitons être à l'horizon du plan stratégique. Et ce qui nous a permis ensuite, ou ce qui nous permet, puisque c'est quelque chose sur lequel nous continuons à travailler, ce qui nous permet de travailler et de définir un certain nombre de priorités sur ces différents axes. Alors justement, pardon, Vincent, on en est où de ce plan de déploiement, de changement de la culture managériale pour avoir quelques points d'étape disponibles pour nos participants? Ouais, donc du coup, l'année 2023 a été principalement utilisée pour pouvoir faire un déploiement de ce leadership, de CDR leadership model auprès des 1700 cadres et managers du groupe que vous avez vu au niveau international. Et quand on dit un déploiement, c'est que pour chacune de ces dimensions, donc je vous ai dit qu'on avait fait un diagnostic, mais on a également déterminé un certain nombre de compétences comportementales qui sont à favoriser pour pouvoir aller et tendre vers l'objectif de ces 7 dimensions. Et donc, c'est lorsqu'on a commencé à réaliser ce déploiement qu'on a également commencé à travailler avec Performance, et donc là, je fais peut-être la transition avec également Dominique, pour justement pouvoir donner un outil pour que chacun puisse s'auto-évaluer sur ces 7 dimensions, pour pouvoir se dire, moi, aujourd'hui, en tant que manager, en tant que collaborateur du groupe d'AR, où est-ce que je me situe sur chacune de ces 7 dimensions, ce qui, bien évidemment, dans un deuxième temps, nous donne une possibilité d'échange, que ce soit avec mon manager ou avec mon responsable RH, pour savoir quelles sont les activités que je peux renforcer ou celles que je dois essayer de développer dans les années à venir, et collectivement essayer de tendre vers ces 7 dimensions du DR Leadership Model. Donc, il y a bien une dimension, hein, Vincent, collective, collaborative, hein, autour de ce leadership model. Tous les collaborateurs du groupe d'AR sont impliqués dans ce schéma. Oui, alors en tout cas, même sur la conception, dès la conception du DR Leadership Model, on a impliqué environ 1000 personnes sur les 13 000, donc pas la totalité du groupe, mais on a quand même notamment sur quels étaient les comportements clés qui étaient à favoriser ou les compétences qui étaient à favoriser. Donc ça, on a beaucoup sollicité nos managers, notamment pour prendre en compte les spécificités régionales et les spécificités métiers. Donc là, il y a cette dimension collective lors de la conception, et ensuite sur le déploiement est bien évidemment sur l'ensemble du groupe et l'ensemble des collaborateurs, avec en 2023 une priorité qui a été donnée aux managers et aux managers de proximité, puisque ce sont eux principalement la première courroie de transmission pour transformer la culture du groupe, tout simplement. Ouais, donc le relais des managers de proximité, c'est vraiment très, très important. Et là, donc du coup, on en est vraiment au tout début, hein, de ce déploiement de ce plan dans le cadre du plan stratégique du groupe d'AR. Ouais, alors c'est vrai qu'on j'ai du mal à me dire ça parce qu'il y a déjà beaucoup d'efforts qui a été mis par un grand nombre d'équipes pour le déploiement de ce DR Leadership Model, mais effectivement, c'est plutôt un marathon qu'on est en train d'essayer de courir, puisque le DR Leadership Model, on mesurera à la fin du plan stratégique, donc en 2027, l'avancement qu'on aura, et il a aussi vocation à survivre ce plan stratégique. C'est plutôt quelque chose, une boussole qui va nous accompagner pour les années à venir, et donc du coup, effectivement, il faut garder ça en tête sur le fait que c'est une action sur le long terme, et on le sait très bien, et je pense que tous nos auditeurs le savent, que quand on parle de changement et de transformation culturelle, ce sont des choses qui se mesurent sur le temps long. Ça marche. Merci beaucoup, Vincent, pour tous ces éléments. On va faire la transition avec Dominique du côté de performance pour nous indiquer, qui va nous expliquer comment faire vivre ce type de référentiel. Alors, Dominique, du côté de performance, quel type d'outils vous proposez à destination de vos clients pour l'évaluation des soft skills? Alors peut-être pour faire la transition et par rapport au leadership model de Daher qu'a décrit Vincent, il y a de manière générale l'utilité de poser un référentiel ou un leadership model
puisque ça concerne principalement le management. D'abord, il y a des conditions environnementales qui évoluent beaucoup en ce moment, et vous savez qu'il y a cette notion de vitesse de réalisation qui est prise en jeu, de rapidité de réalisation. On est vraiment dans l'accélération des cycles de renouvellement métier avec les nouvelles technologies. On est aussi confronté à des nouvelles aspirations des collaborateurs qui aspirent à plus de responsabilisation, qui aspirent à plus d'autonomie, qui aspirent à plus participer aussi au processus décisionnel. Et donc tout ça, toutes ces conditions environnementales questionnent le management. Et on le voit à travers ce leadership model qui a été présenté, et cette idée sous-jacente qui est d'être au centre des intérêts réciproques entre les équipes, enfin les collaborateurs, les équipes, je dirais les clients, mais aussi les enjeux et les besoins de l'organisation. Il y a peut-être quelque chose qui vous a marqué dans ce référentiel. Moi, principalement, c'était la prise en compte des actionnaires. Et je trouve très, très intéressant de le placer ici parce que on fait pas un référentiel parce que finalement, il y aurait des nouvelles aspirations ou des nouvelles attentes des collaborateurs, en tout cas pas uniquement, il faut bien entendu les prendre en compte, mais pourquoi il faut les prendre en compte? Quels sont les enjeux? Quels sont les besoins de l'organisation? Et en cela, Daher a placé aussi les intérêts des actionnaires, les intérêts de l'organisation, et c'est-à-dire d'être au centre des intérêts réciproques. Alors, ce qui est intéressant et ce que l'on peut voir de manière générale aussi, c'est que à travers ces nouveaux courants de pensée en management, où on sort de cette notion de command and control, finalement, dans quelle logique se situe ou se positionne l'entreprise? Est-ce que l'entreprise se positionne dans une logique offensive, c'est-à-dire pour développer des compétences spécifiques, voire uniques, qui auraient un impact et un avantage compétitif durable? Ou est-ce qu'on est dans une logique finalement défensive où on va tenter de faire comme tout le monde? On va suivre les tendances. Tiens, les autres font comme ça. Il y a une espèce d'isomorphisme qui dit on va chercher à imiter, à copier, parce que finalement les autres le font. Il y a certainement une raison, on ne sait pas trop laquelle, mais du coup on va la transposer dans notre environnement. Et ce qui est intéressant chez Daher, c'est qu'ils se sont posé la question de la stratégie. Donc c'est une vraie logique offensive qui vise à créer un équilibre entre les intérêts de l'organisation et ses enjeux, ses besoins et les intérêts des collaborateurs. On revoit à travers ce référentiel cette notion de participation, de collaboration, je dirais même de coopération, et c'est en ce sens qu'il y a un intérêt de poser finalement à travers un référentiel une vision claire et partagée des attendus. C'est-à-dire, la question, c'est dans cet environnement-là, à travers nos enjeux, notre stratégie, quelles sont les compétences qui font la différence? Et on voit bien à travers ce référentiel, ce changement qui est en train de s'opérer, c'est-à-dire l'entreprise, son enjeu, c'est de produire des résultats. Un avantage concurrentiel, bien sûr, développer son chiffre d'affaires, mais on voit aussi à travers cela qu'on cherche à faire participer les collaborateurs dans le processus. Et donc, c'est le processus qui emmène au résultat qui est interrogé à travers ce référentiel et qui est posé, avec une nouvelle façon de faire, une nouvelle dimension du management. Alors, à travers ce référentiel, et moi c'est ce qui m'a beaucoup marqué et beaucoup plu en même temps, c'est qu'il y avait une réponse au pourquoi. Pourquoi on pose ce référentiel? Donc là, c'est l'enjeu stratégique. Il y a une réponse aussi au pourquoi, c'est-à-dire quel bénéfice on veut tirer de ce nouveau référentiel. Et donc là, il y a une véritable stratégie. Et donc, de notre côté, chez Performance, eh bien, la première des choses, c'est de comprendre quelles sont les compétences qui font la différence. Autrement dit, qu'est-ce qui se joue réellement dans votre contexte pour ce rôle-là de manager? Qu'est-ce qui se joue pour l'organisation? Qu'est-ce qui se joue pour le manager? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui se transforme? Qu'est-ce qui se joue pour les équipes? Qu'est-ce qui se joue aussi pour les clients? Et donc c'est vraiment
cette première étape, c'est de la compréhension, avoir des clés de compréhension, donc beaucoup d'itérations entre DAER et performance qui visent à poser finement et clairement et précisément aussi les attendus. Vous n'êtes pas sans savoir, enfin Vincent l'a évoqué, c'est-à-dire le poids de l'histoire, le poids des codes de fonctionnement, le poids des normes de fonctionnement, de la culture de DAER. C'est une entreprise qui a une histoire, c'est une entreprise qui s'est renouvelée parce qu'elle prenait en compte ça, mais il ne faut pas sous-estimer le poids de cette culture. Et donc, une des premières questions à travers cette recherche de compréhension, finalement, c'était qu'est-ce qui fonde la légitimité du manager aujourd'hui et comment vous souhaiteriez que ce manager fonde sa légitimité demain. Et donc, on voit à travers ce référentiel des changements qui sont en train de s'opérer, qui se dessinent, et on va pouvoir graduer précisément les attendus en termes de compétences comportementales. Je rappelle ici qu'on parle, vous avez Philippe tout à l'heure précisé soft skills versus hard skills, c'est quelque chose qu'on a du mal à délimiter, en tout cas que la littérature scientifique a du mal à délimiter, mais on les oppose souvent aux hard skills. En quelque sorte, les soft skills, ce sont des qualités, des ressources, des dispositions que la personne va mettre en œuvre pour s'adapter à soi, aux autres et à son environnement. Et donc, on voit que ces qualités-là, elles sont probablement plus les mêmes que dans un environnement qui met en lumière ou met en évidence le command and control, les positions hiérarchiques, les statuts, mais qu'elle met en avant beaucoup plus la capacité à interagir, à renouveler ses procédures, à rechercher de l'efficacité et de l'efficience. Et à travers ça, de la coopération. Donc, évidemment, on ne fait plus appel aux mêmes qualités, aux mêmes ressources et aux mêmes dispositions. Ceci dit, il ne faut pas, pour transformer, comme le disait un grand cabinet que je vais citer, qui est McKinsey, qui disait que dans les projets de transformation, parce qu'on est ici dans un projet de transformation de la culture managériale, il ne faut jamais sous-estimer les facteurs humains. Et donc, c'est bien ces facteurs humains qui vont être en jeu. Donc, on va essayer de donner un cadre, en fait, clair, qui est accessible, compréhensible par les managers, à travers quels sont les facteurs de personnologie, quels sont les facteurs de personnalité, quels sont les schémas de pensée, quelles sont les motivations qui vont être en jeu en ce moment-là par rapport à ce nouveau référentiel. Donc tout le travail est de première étape de compréhension de ce qui se joue, deuxième étape de traduire tout cela en facteurs de personnalité qui vont être sollicités, attendus dans cet environnement professionnel. Une fois qu'on a défini cette matrice, en quelque sorte, de lien entre les comportements attendus et la stratégie de l'entreprise, eh bien, on va designer un rapport vraiment basé sur le référentiel avec les mots, les éléments de langage, la sémantique de DAER pour pouvoir le porter à la connaissance, en fait, des individus et des managers en l'occurrence. Donc, on va proposer un rapport d'auto-évaluation en ligne où la personne va répondre à des items, des questionnaires, et ces questionnaires vont être renvoyés vont mesurer en fait les dispositions, les qualités pour être en confort par rapport à ces compétences comportementales qui auront été décrites. Donc voilà en quelque sorte la manière dont on va opérer, mais c'est vraiment en résumé de comprendre le lien en fait entre un référentiel, une stratégie qui est posée par une organisation, une entreprise, en l'occurrence DAER, et puis les facteurs qui sont en jeu, les facteurs de personnalité qui sont en jeu et qui vont permettre à la personne d'agir confortablement, efficacement et surtout d'être performant. Merci Dominique pour la présentation de la méthodologie. Alors c'est vrai que vous avez insisté sur le fait que l'implémentation de ce type d'outils dépend de l'échelle de l'entreprise, de son historique aussi également. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée du temps nécessaire finalement entre la partie 1 diagnostic, je dirais, et puis la partie 4, la mise à disposition d'un outil d'évaluation ?
Oui, alors c'est variable, ce sont évidemment les disponibilités, les itérations, mais on peut dire que sur un espace-temps de 2 mois, nous réalisons les 4 étapes et nous mettons à disposition cet outil jusqu'à la formation, bien sûr, des futurs utilisateurs et des personnes qui vont assurer un échange qualitatif avec les managers. Donc, ce qui est important, effectivement, c'est qu'on met à disposition un outil. Cet outil, et Vincent, je pense, y reviendra, c'est un support d'échange, un support de médiation qui va justement médiatiser le lien entre l'individu, en l'occurrence le manager chez Daher, et les attendus de l'organisation. Merci Dominique. Effectivement, cela va servir de transition pour la prochaine séquence. Hein. Concrètement, comment cet outil est utilisé au sein du groupe Daher. Vincent, vous allez reprendre la main pour nous expliquer concrètement ça représente quoi pour les managers et pour les collaborateurs. Ouais, et je peux effectivement témoigner sur le temps de déploiement d'un tel outil. Donc la raison pour laquelle on est allé voir Performance et on a commencé à échanger, c'est de pouvoir justement donner à chaque manager un outil et une vision un peu plus fine de là où chacun se situe vis-à-vis de cette dimension. Et donc, ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu vraiment concevoir sur la base de la compétence méthodologique et scientifique de performance, mais on a pu l'adapter à notre leadership model pour avoir réellement quelque chose de précis là-dessus. Et donc, je confirme le temps à peu près des 2 mois qui a été évoqué par Dominique. Et effectivement, nous, au début, on avait contacté Performance parce qu'on souhaitait donner cet outil en amont des sessions de déploiement du Daher Leadership Model pour que chacun puisse arriver en quelque sorte avec un départ lancé en se disant, voilà, je sais déjà où je me situe par rapport aux 7 dimensions du Leadership Model avant même que je fasse ça. In fine, on a un petit peu changé notre fusil d'épaule et c'est nous qui avons ralenti le processus. Et donc, au final, nous, ça nous a pris, toutes les étapes nous ont pris plutôt 4 à 6 mois pour finaliser. Mais c'était vraiment un choix de notre part de se focaliser dans un premier temps sur le déploiement. Et donc, à la suite de ce déploiement, il y a eu beaucoup de questions qui sont légitimes, bien évidemment, de la part des managers sur savoir, voilà, comment je dois actionner les choses. Parce que nous, on a voulu un référentiel unique, mais c'est un référentiel relativement souple qui se veut adaptable à chacune des situations, qu'elles soient métier, géographique, expérience, etc. Et donc, du coup, chacun doit faire un effort de s'approprier ce référentiel pour savoir comment le mettre en œuvre dans son quotidien de manager. Et donc, du coup, c'est réellement cet outil de performance donc, qui prend la forme d'un questionnaire en ligne qui prend 10-15 minutes à réaliser et qui permet ensuite à chacun de recevoir un rapport pour s'auto-évaluer sur chacune des 7 dimensions. Alors, je me permets, Philippe, sans vouloir prendre votre job, mais j'ai vu une question intéressante de Sylvia dans le chat et donc je me permets de rebondir dessus parce qu'effectivement, c'était aussi une des raisons pour laquelle on a voulu faire ça. Donc la question, c'est avez-vous justement le positionnement des collaborateurs par rapport à ce leadership model? Et donc on voulait objectiver ce diagnostic qu'on avait, on avait fait un diagnostic qualitatif. Et donc l'utilisation de l'outil performance nous permet également d'avoir une cartographie de nos collaborateurs sur chacun de ces 7 axes, de vérifier ou non, je dirais, le diagnostic, nous, qu'on en avait fait, mais surtout de pouvoir en tirer des axes de développement, des axes de formation qui seront importants pour les mois et les années à venir. Et pour revenir enfin, Philippe, à votre question sur où on en est dans le déploiement, et donc du coup, on a commencé, là, on a eu là aussi une approche très top-down, en commençant par les managers de managers, puis les managers, en leur proposant de réaliser ce test. Ils reçoivent le rapport de façon individuelle et confidentielle. Et s'ils le souhaitent, ils peuvent le partager avec leur manager ou avec leur responsable RH pour pouvoir solliciter un échange et savoir comment utiliser ça. Et in fine, beaucoup de gens sollicitent ces entretiens, ce qui nécessite pour nous également de former suffisamment de RH
pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent accompagner ensuite les collaborateurs quand ils auront des questions vis-à-vis de ce rapport. Et oui, et ce temps de déploiement est très intéressant pour un groupe international comme DAER. Concrètement, comment vous avez lancé la phase opérationnelle, je veux dire activer la phase opérationnelle? Est-ce que vous avez pris un périmètre géographique déterminé? Est-ce que vous avez lancé d'emblée ce projet sur l'ensemble des pays que vous couvrez? Non, alors on s'est rendu compte du poids du développement et du déploiement, pardon, en le faisant. Et donc du coup, c'est un déploiement qui se fait petit à petit, en commençant par un périmètre français, en commençant par des périmètres spécifiques sur lesquels on avait pu former les responsables RH, et qui va s'échelonner sur toute la fin de 2023 et l'année 2024. Pour pouvoir, nous l'espérons, le déployer sur l'ensemble des cadres et managers du groupe dont je vous ai parlé, qui est la population prioritaire pour ce leadership model. Donc, c'est un déploiement, autant la conception de l'outil est relativement rapide, la mise à disposition est très facile aussi, mais si on veut réellement en tirer tous les bénéfices, il faut pas négliger le déploiement, la formation des RH, et l'accompagnement des managers pour être sûr que chaque collaborateur puisse avoir les réponses aux questions que ce rapport va légitimement susciter. Merci beaucoup Vincent pour cette contribution. Dominique, je me tourne vers vous pour généraliser un peu les bonnes pratiques concrètement. Que recommandez-vous à vos clients pour cette phase de déploiement? Merci Philippe. Avant, peut-être, je vais peut-être repréciser quelque chose, parce que on est dans une situation de transformation qui appelle les managers à sortir de leurs habitudes, à sortir de leur cadre familier, dans leur pratique managériale, et donc en fait, à se confronter à des situations ou à des pratiques qui nécessitent un apprentissage nouveau. Et là, directement, on va parler de performance. Et qu'est-ce qui change à travers ces principes? Ben, c'est qu'on a l'habitude dans les organisations en parler de performance à la tâche, c'est-à-dire rapidité d'exécution, qualité, quantité des réalisations, et on est sur des critères le plus souvent facilement objectivables. Et qu'est-ce qui change là? C'est qu'on est en train de parler d'une autre forme d'autres formes de performance. La performance contextuelle, d'une part, s'approprier de nouveaux codes et de nouveaux codes en management, de nouvelles pratiques. Et on cherche aussi à mesurer la performance adaptative à des situations, ce qui est en train de se jouer finalement à travers ce nouveau référentiel. Et là, on est sur des critères, bien souvent sur des critères très subjectifs. Donc l'idée de l'outil, c'est bien sûr de médiatiser cela, d'apporter de l'objectivation dans ces mesures. Mais on voit bien que ces performances, on n'est pas, ou en tout cas dans les organisations, on n'est pas toujours à l'aise. Et donc l'idée de mettre en place un support est utile. Mais ce support est médiatisé et nécessite bien souvent d'emmener la personne à prendre de la hauteur, à prendre de la distance, et donc de mettre en place des pratiques ce qu'on appelle de réflexivité, donc d'échange, d'entretien, qui vont permettre à la personne d'avoir des clés de compréhension, qui vont, à travers le questionnement, qui vont l'aider à faire un pas de côté, et surtout de pouvoir, à travers cette réflexion, de ce que je fais, de ce que je réalise, et comment je pourrais le réaliser autrement, et qu'est-ce qui pourrait m'emmener plus d'efficacité, qu'est-ce qui pourrait m'emmener plus d'efficience, peut-être plus d'adhésion aussi de mes collaborateurs, comment je peux plus les entraîner. Toute cette réflexion, ben, généralement, s'accompagne avec un tiers. C'est-à-dire que le tiers va permettre de prendre cette hauteur suffisante sur soi, parce qu'on est là positionné sur un référentiel. On n'est pas là pour dire vous le faites ou vous le faites pas. On n'est pas là pour dire vous savez le faire, vous savez pas le faire. On est là pour dire qu'est-ce qui peut vous apporter le plus de confort possible, quel soutien de l'environnement peut vous aider à mettre en œuvre une nouvelle façon de manager vos
l'équipe, qui tiennent compte finalement à la fois des intérêts de vos collaborateurs, vos propres intérêts, des intérêts de l'organisation, et je rappelle, parce que je pense qu'il est bon de rappeler, celle de l'actionnaire. Donc il y a besoin souvent d'un tiers, et ces pratiques réflexives accompagnées permettent justement de clarifier les choses, d'avoir beaucoup plus de justesse, d'avoir aussi les questions qui nous accompagnent, mais surtout d'aider la personne à verbaliser. Donc d'aller vers de cette approche quantitative qu'on a à travers finalement le rapport vers une approche qualitative qui permette à la personne de s'approprier les choses, mais surtout de se projeter positivement. Donc de s'approprier un référentiel sur quoi je vais être évaluer, finalement juger sur mes performances et comment je peux demain, quelles actions je peux mettre en œuvre et bien souvent être accompagné dans ces actes réflexifs permet trois choses importantes à mes yeux. La première, de couvrir la composante affective. Parce que ce qu'on estime sur soi, ce que l'on croit sur soi peut être à un moment donné mise en question, mais aussi la dimension cognitive, comprendre les choses, comprendre pourquoi je dois être emmené à modifier finalement mes pratiques managériales et pour aller vers cette dimension cognitive de degré d'effort à produire, accompagné, soutenu par mon environnement. Oui, c'est intéressant ces 3 points, Dominique. Est-ce qu'il y a au regard de la période qu'on a connue avec la Covid-19, il y a une dimension d'empathie qu'il faut prendre de plus en plus en compte dans la culture managériale? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses que les différents confinements ou la crise, mais je pense que la crise a accéléré certains phénomènes et notamment ces notions de travail à distance, ces perturbations qui, dans le cadre de mes activités managériales, je pense qu'elle a mis en lumière, enfin les différentes crises ont mis en lumière cette notion de confiance. Alors, je crois que pour se confronter à des situations nouvelles, des expériences nouvelles, des nouvelles pratiques, ou en tout cas des situations qui nécessitent un apprentissage nouveau, je crois qu'il faut, dans les organisations, améliorer la confiance en soi, c'est-à-dire faire en sorte que la personne ait une vision claire d'elle-même. De ses atouts, mais aussi de ses facteurs limitants, en sachant que l'environnement peut accompagner justement à nuancer ou en tout cas limiter le niveau le degré d'effort du manager. Mais ça s'accompagne d'une confiance en les autres. C'est-à-dire que la confiance en soi n'est pas suffisante pour se confronter. Il faut que le manager puisse avoir le sentiment qu'il n'y aura pas d'effet de conséquence lorsqu'il va mettre en œuvre une nouvelle pratique sur lequel il peut être emmené à faire des erreurs, ou en tout cas ne pas être très très performant au début, d'imaginer, ou en tout cas d'avoir ce sentiment qu'il n'y aura pas d'effet des conséquences graves pour lui, ou sur son évolution professionnelle, ou même de sanctions. Donc, ce que posent en fait les crises successives et le confinement, enfin la crise sanitaire en a été une, c'est ce sentiment de renforcer la confiance en soi, la confiance en les autres, qui permettent d'aller vers un troisième niveau de confiance, qui est la confiance en l'avenir. Et aujourd'hui, il me semble important de le replacer à ce niveau-là. Pour entreprendre, il faut avoir ce niveau de confiance en l'avenir. Pardon, je vous ai perdu. Est-ce qu'on a perdu Philippe? Ah, j'ai l'impression. Alors, on va improviser puisqu'on a perdu notre animateur. Moi, je me permets du coup de rebondir sur ce que vous avez dit, Dominique, et notamment sur les bénéfices attendus et escomptés de la démarche. Et je l'aurais pas mieux dit que ce que vous aviez dit, en fait, sur le côté qualitatif et quantitatif. Et en fait, quand on a initié la démarche avec performance, alors c'est peut-être notre culture d'ingénieur ou notre volonté de mettre des chiffres sur tout, mais effectivement, ce qu'on voulait surtout, c'est avoir un retour quantitatif pour pouvoir donner à chacun la possibilité de s'évaluer
de façon quantitative sur chacune de ces dimensions. Mais ce qu'on entend aujourd'hui des premiers retours, c'est le plus intéressant, ce sont les échanges qualitatifs, c'est la capacité de pouvoir échanger sur cette base-là, comme vous l'avez dit, avec un supérieur hiérarchique, avec un RH ou avec d'autres collègues là-dessus. Donc ça, c'était le premier point que je trouvais assez intéressant parce que ça fait vraiment écho à ce que nous, on a vécu au sein de l'entreprise. Peut-être la deuxième chose ou peut-être une anecdote, au final, ce qui nous a réellement animés pour pouvoir concevoir le rapport, c'était de faire en sorte que chacun ressorte avec du positif. On parle beaucoup de management positif aujourd'hui, et c'était important pour nous de se focaliser sur les forces de chacun, sur chacune de ces dimensions, mais également de pouvoir proposer des défis, et donc sur les compétences ou sur les niveaux, sur les 7 domaines sur lesquels chacun était un peu plus faible, au lieu de proposer des axes de développement, on a proposé des défis qu'on a co-rédigés entre performance et DAR pour pouvoir essayer de faire en sorte de rendre la chose un peu plus amusante et un peu plus fun sur laquelle travailler. Et donc ça a été très apprécié de la part de nos collaborateurs lors du déploiement. Merci Vincent. Alors je vais jouer le rôle aussi. Bonjour à tous. Agnès. Comme Philippe a eu quelques soucis techniques, je prends le relais. Je me permets de prendre le relais. Et allez-y, pardon, je vous ai coupé. Non, mais je passe. Enfin, on était sur la fin de toute façon de l'exposé, en tout cas de cette expérience chez DAER. Et puis l'idée là, c'était peut-être de reprendre les questions. Oui, sur les bénéfices de ce type d'outils. Ouais, alors mais du coup je viens d'en parler, des bénéfices, en tout cas de nous, ce qu'on en a vécu sur le qualitatif et le quantitatif et sur un peu le management positif. Oui. Je propose de répondre aussi peut-être à la question la question de Julien qui demande une clarification sur le périmètre des choses dont on a travaillé avec Performance. Donc effectivement, DAER a travaillé de son côté sur la définition du DAER Leadership Model. Et après, peut-être Dominique, vous pouvez expliquer la façon dont on travaille. Mais effectivement, on a ensuite, sur la base de notre Leadership Model, on a travaillé avec Performance pour faire le lien avec les soft skills qui sont dans la bibliothèque de compétences comportementales de Performance pour concevoir un test qui était réellement, qui permettait à chacun de pouvoir s'évaluer sur ces 7 dimensions. Voilà, alors je poursuis effectivement cette réponse. Donc il y a une question effectivement associée. Donc effectivement les comportements qui découlent du leadership model et qui auront été décrits. À ce moment-là, on crée une matrice avec les facteurs, ce qu'on appelle les facteurs de persolologie, c'est-à-dire soit la théorie des traits, soit la théorie des besoins, soit les schémas de pensée, la contribution de l'individu notamment à l'organisation, ces schémas de pensée, ces schémas cognitifs, pour justement mesurer en fait les comportements les plus attendus. Donc c'est extrait effectivement des bibliothèques conçues par Performance. Ça marche, merci beaucoup. Je suis revenu sur le plateau, j'ai eu un petit souci technique de mon côté. Vincent et Dominique, vous m'entendez bien de votre côté? Parfaitement. Ok. Ouais, je voulais juste préciser que le leadership model était décliné aussi en quatre niveaux. Donc, même si le leadership model était unique, il se déclinait selon les rôles, bien entendu, et les positions de management. Et ça, là, justement, c'est toutes ces nuances qui permettent justement de mesurer finement, en fait, à travers les traits, les degrés et les combinatoires pour pouvoir être vraiment très précis. Oui, et juste pour repréciser, pour être plus concret, effectivement, merci Dominique de cette précision. Alors, c'était pas 4 niveaux, c'était 3, mais pour les donner à nos auditeurs. Donc, il y avait le niveau manager de manager et contributeur, parce qu'on estimait sur chacune de ces 7 dimensions
il y avait des attentes de compétences comportementales différentes pour chacun de ces niveaux-là, et c'est donc la façon dont on l'a fait. Et donc, avec performance, on a 3 types de rapports différents en fonction de la position de chacun des collaborateurs au sein de l'organisation. Ça marche. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces questions ponctuelles. Il nous reste 10 minutes de webinaire et je pense qu'on a encore une dernière séquence à aborder sur les obstacles éventuellement qui ont été détectés et quels sont les freins. Vincent, je vous propose d'aborder ce dernier thème de ce webinaire. Ouais, alors je vais essayer d'être rapide parce qu'on a été très bavard jusqu'à présent, mais il y en a 2 qui me viennent à l'esprit. Le premier que j'ai déjà un petit peu évoqué, qui est le déploiement, c'est-à-dire que nous, je pense qu'on avait sous-estimé la charge de travail liée au déploiement et que c'est la partie la plus, bien évidemment, la plus intéressante. Ce sont les échanges qui sont générés par ce test et par cet outil. C'est-à-dire qu'on a conçu un outil, c'est très bien. Et c'est pas tant l'intérêt, c'est pas tant d'avoir des scores et de pouvoir s'évaluer. L'intérêt, c'est les échanges que ça va générer entre les collaborateurs et leurs managers, entre les collaborateurs et les RH, entre les collaborateurs eux-mêmes. Je pense qu'on avait un peu sous-estimé ça, nous, dans notre réflexion initiale sur la façon dont on allait faire ça. Donc, je ne sais pas si c'est un point négatif, mais en tout cas, c'est un point sur lequel on a dû réfléchir et du coup adapter notre stratégie de déploiement. La deuxième, je dirais le deuxième frein, et on n'est pas encore au bout, donc je ne saurais pas vous donner toutes les réponses, mais et Dominique l'a un petit peu évoqué, c'est la notion de score ou d'évaluation, et je pense que ça fait peur au sein de l'entreprise pour un collaborateur de nouveau se faire évaluer sur un autre référentiel, de savoir comment l'entreprise va pouvoir utiliser ça, etc., etc. Donc ça a généré quelques inquiétudes. On en a beaucoup parlé également avec les instances représentatives du personnel pour pouvoir accompagner ça, pour qu'ils puissent s'approprier l'outil aussi et voir comment ça allait être utilisé. Mais je pense que c'est toujours un sujet en entreprise de crainte à partir du moment où on rajoute un nouvel outil d'évaluation. J'ai pas plus de réponses à vous donner à ce jour-là, c'est pas un sujet primordial aujourd'hui, mais c'est un sujet de vigilance, je dirais, sur lequel on essaye d'être attentif. Très bien, merci beaucoup Vincent pour ces précisions. Dominique, de votre côté, de manière plus globale, en fonction du portefeuille de vos clients, quels sont les obstacles que vous observez en règle générale et pareil, les freins également que vous avez identifiés? Oui, alors, il y en a plusieurs là. Je vais pas m'étendre sur ce que disait Vincent. On est effectivement sur la notion d'acceptabilité des résultats et ça s'accompagne, mais ça sort des habitudes effectivement, donc c'est toujours un enjeu. Je dirais le point peut-être central, c'est la temporalité, c'est-à-dire on est souvent dans l'entreprise et peut-être de plus en plus dans des approches court-termistes ou dans l'immédiateté de la dimension opérationnelle, alors que sur ces éléments-là, on est vraiment sur le temps long. Vous imaginez bien que développer des compétences comportementales, c'est pas quelque chose qu'on va faire, même si c'est peut-être soutenu par des techniques, des accompagnements très personnalisés. Il n'en reste pas moins qu'on est sur le temps long. Donc, c'est en fait se positionner entre l'immédiateté de mon quotidien managérial et puis une ambition qui est posée et qui est posée sur le temps long. Voilà, c'est peut-être la principale difficulté où, comme dans les projets de transformation, on est souvent impatient parce que le marché va vite, très vite, et on aimerait vraiment pouvoir transformer. Et l'humain est peut-être moins ses capacités, en tout cas, se jouent sur le temps long, en tout cas pour l'apprentissage. Merci beaucoup de vos contributions pour cette dernière séquence. Il nous reste encore quelques minutes pour discuter de manière assez libre finalement sur les problématiques que vous avez évoquées au cours de cette heure de webinaire. J'avais une question à vous poser tous les deux sur cette dimension de transformation en fait.
au regard du déploiement qui est mis en compte sur cette dimension de soft skills, de changement de culture managériale, et je reviens finalement à la question initiale, dans quelle mesure on peut aligner finalement cette nécessité d'adapter ces soft skills au plan de déploiement stratégique, parce que finalement, un plan stratégique, quelque part, ça se décrète. Pour le cas du groupe d'AR, c'est l'objectif 2027, c'est ça, Vincent, si j'ai bien saisi. Est-ce que c'est si facile, quelque part, d'aligner ces enjeux de soft skills avec les plans stratégiques des groupes? Alors, je ferai une réponse courte et Dominique pourra compléter parce que je pense qu'il a vu c'est un grand nombre de plans de transformation dans plusieurs entreprises. Moi, j'en ai mené quelques-uns dans les différentes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé et à chaque fois, c'est une sorte… Donc la réponse courte est non, parce que à chaque fois, j'ai une sorte de vertige au début de chaque projet de transformation. Il y a bien évidemment, on a une méthodologie, on sait comment les aborder. On définit un certain nombre de plans d'action, d'objectifs, etc. Mais on se pose toujours la question de savoir si les résultats vont suivre. In fine, les résultats sont souvent positifs, donc du coup, je reste quand même positif sur la capacité à transformer une culture d'entreprise et à aligner un certain nombre de compétences pour pouvoir avoir des résultats. Mais la réalité, c'est que c'est un effort, comme le disait Dominique, sur le temps long, qui va nécessiter là aussi un déploiement au sein de tous les processus du groupe. Et donc, c'est surtout la capacité à faire en sorte que ça devienne un sujet d'entreprise au sens large et que ça s'infuse dans l'ensemble des processus qui, je pense, en fera un facteur de réussite et nous permettra réellement de changer les comportements et la culture d'entreprise. Merci Vincent. Dominique, de votre côté? Alors, je vais compléter juste par deux mots. C'est le mot constance, effectivement, parce que ça nécessite du temps long. Le deuxième point, c'est de relever le plus possible, mais vraiment le plus possible, les bénéfices. Même les petits bénéfices, c'est une approche de bac à sable, mais montrer, relever, exprimer, exposer les bénéfices, même petits, qu'on a obtenus. Et le troisième point, c'est la notion d'exemplarité. C'est-à-dire, si c'est un sujet d'entreprise et que ça porte l'ambition de l'entreprise, il faut que ça soit à tous les étages. Il y a encore quelques questions qui tombent sur le fil de chat, sur notamment les questions d'accompagnement qui est proposé au cadre. Ça se présente comment? Est-ce que ce sont des formations, du coaching? Comment ça se concrétise pour éduquer, entre guillemets, la population cadre? Ouais, donc ça sera surtout une action, je dirais, 2024. Mais en tout cas, on a un vrai plan d'adapter les plans de formation aux résultats et aux premiers résultats qu'on aura du déploiement de ce leadership model et notamment de l'outil d'auto-évaluation qu'on a conçu avec Performance. Donc, ça sera principalement avec ça. Mais en tout cas, on est relativement ouvert à ce stade pour essayer d'avoir aussi des actions d'une très spécifique au leadership model et donc pas classique, et un peu plus collective, parce que puisqu'on parle là aussi de changement de culture d'entreprise, on va essayer de privilégier des actions qui ne seront pas forcément… Alors, on aura très certainement des modules de formation si on estime que sur une des dimensions, on a la plupart de nos managers qui sont en déficit, par exemple, là-dessus, ou qu'il faut qu'on progresse, on aura des modules de formation là-dessus. Mais autrement, on se laisse également la possibilité d'avoir d'autres façons de pouvoir sensibiliser, accompagner, transformer les comportements à partir de 2024. Mais voilà, on est encore à un stade très, très antérieur là-dessus. Je rebondis également sur une autre question qu'il y a eu, qui est quelle déclinaison dans les processus RH, et parce que ça, c'est intéressant et important. On a bien l'ambition de le déployer sur l'ensemble de nos processus RH, et on a commencé à le faire sur les grilles d'entretien individuel.
Et donc ça, dès les entretiens individuels de début d'année 2024, il y aura des grilles qui seront disponibles. On l'a déjà intégré dans ce qu'on appelle, nous, les DR Discovery Day, donc l'intégration des nouveaux collaborateurs pour que dès l'entrée dans le groupe, ils puissent bénéficier de ça. Et également pour les entretiens d'embauche, puisque c'est quand même quelque chose d'important, et Dominique l'évoquait aussi en introduction, c'est quand même aussi quelque chose d'important de pouvoir évaluer des nouveaux collaborateurs par rapport à ça. Dominique, vous aurez le mot de la fin. Hein. C'est assez intéressant les dernières contributions de Vincent sur la manière de généraliser cet outil à l'ensemble de la population des responsables RH. Vous, de votre côté, justement, comment vous sensibilisez tous les responsables RH aux outils de performance? Alors, moi, juste un point. Alors, évidemment, là, on est sur une dimension stratégique, donc c'est le déploiement est une évidence, bien sûr avec des ajustements, mais de bien s'assurer dans les phases de déploiement et du dimensionnement des ressources mises à disposition. Je pense toujours qu'il est vraiment préférable d'avoir une approche qualitative, donc c'est-à-dire peut-être d'y aller lorsqu'on a voilà, beaucoup de managers ou de collaborateurs cibles, c'est d'y aller progressivement, mais toujours avec une égalité de traitement, une égalité et une équité de traitement, et avec les mêmes ressources. Et voilà, donc en tout cas, attention au déploiement trop rapide qui empêcherait d'être soutenu par une approche qualitative dégradée. Ça marche. Merci beaucoup, Dominique, pour votre réponse. C'est la fin de la session de ce webinaire. On a dépassé d'une petite minute, mais c'est pas tellement grave. Merci beaucoup à l'ensemble des participants et à l'ensemble des questions. Il y en a eu beaucoup, même quelquefois en mon absence. Donc, merci aussi pour le relais de Vincent et Dominique pour assurer ces quelques minutes de flou qu'on a pu récupérer. Merci pour l'ensemble des présentations, Dominique et Vincent. C'est vraiment généralement le plus intéressant, ce partage entre un fournisseur de solutions et un retour d'expérience client. C'est souvent quand même les échanges les plus passionnants. Je rappelle à tous nos participants qu'il sera possible de revoir ce webinaire en replay via RH Matin, et rendez-vous pour le prochain webinaire. Merci beaucoup, Dominique. Merci beaucoup, Vincent. Merci à vous, Philippe. Merci, Vincent. Bonne journée à vous. À très bientôt à tous. Au revoir.